Bonjour, je m'appelle Sophie Pitors. Je travaille ici à l'Observatoire du monde des plantes, qui est le jardin botanique de l'Université de Liège. Donc, pour vous présenter un petit peu, c'est une grande serre qui fait environ 2300 mètres carrés et qui est divisée en 5 parties. Il y a une partie qu'on rencontre tout d'abord en entrant dans la serre, qui est la partie plutôt d'accueil, qui va servir à l'accueil des visiteurs. Il y a aussi nos bureaux et une salle de cours, qui est utilisée notamment par les étudiants de l'Université de Liège. Et ensuite, il y a 4 parties proprement dites qui vont présenter différentes collections botaniques. Et ce sont 4 parties qui sont organisées selon des climats différents. L'Observatoire du monde des plantes, en réalité, est géré par une SBL universitaire de l'Université de Liège qui s'appelle les Espaces botaniques universitaires de Liège. Et nous avons 2 missions principales. La première mission, c'est la diffusion des sciences. Et la deuxième mission, c'est la conservation des végétaux. Donc, au niveau de la diffusion des sciences, on est quand même très actif parce qu'on accueille beaucoup d'élèves, que ce soit d'élèves de maternelle, primaire, secondaire, voire universitaire et de hautes écoles. Et on accueille aussi le grand public, évidemment, donc, que ce soit au niveau de l'organisation de stages pour enfants et de nurseries pour enfants. On est aussi très actifs dans ce domaine-là. Et on publie aussi des dossiers et des documents pédagogiques. On vient de sortir un livre aussi, donc tout public. Et alors au niveau de la conservation des collections, donc là aussi on est assez actifs dans le domaine. Donc il faut savoir que c'est une des missions principales d'un jardin botanique, c'est conserver les végétaux. Il y a beaucoup de plantes ici dans les espèces que nous conservons qui sont en danger d'extinction dans leur milieu naturel, et il y a même certaines qui n'existent même plus dans la nature et qui n'existent plus que dans les jardins botaniques, d'où l'intérêt de les conserver. Donc c'est un peu comme les zoos à l'heure actuelle, qui sont fort appliqués dans la conservation des espèces et qui vont essayer de les reproduire pour les réintroduire dans la nature. Ça existe aussi au niveau des jardins botaniques, donc ça nous tient très à cœur également. Donc les habitats naturels sont de plus en plus menacés, en grande partie par les activités humaines, que ce soit le réchauffement climatique ou la destruction d'habitats du fait de la déforestation, de l'élevage intensif, des monocultures intensives, l'utilisation des pesticides. Donc, il y a beaucoup de causes qui font que les habitats naturels disparaissent, et en même temps, les espèces qu'on y trouve, aussi bien animales que végétales, et conserver le végétal, c'est tout aussi important que de conserver l'animal, puisque forcément l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, conserver les végétaux rares et d'autres végétaux dans les jardins botaniques, ça participe à freiner cette perte de biodiversité. Nous sommes ici dans la première serre du parcours didactique, donc c'est la serre tempérée. Alors ici, petite précision, tempérée, le terme, ça se réfère plus au terme horticole. Donc c'est une serre qui n'est ni trop chaude ni trop froide, on va dire. Donc on ne respecte pas le climat tempéré ici dans cette serre-ci. Donc on n'a pas encore de bananiers chez nous en Belgique, où il y a un climat tempéré. Donc ici, on va présenter 3 thèmes différents. 3 thèmes principaux, un sur l'évolution du monde végétal, un autre sur les plantes utiles et médicinales, et alors un 3e thème sur les plantes carnivores. Alors, l'évolution du monde végétal, donc on va présenter différents groupes de plantes qui sont assez anciens et qui ont gardé des caractères anciens, même de plantes qui vivaient du temps des dinosaures. Donc on va trouver des fougères arborescentes, par exemple, donc des fougères qui peuvent devenir très hautes, qui vont se développer sur un faux tronc. On va aussi avoir, par exemple, des cycas et des encéphalartos. Donc ça, ce sont des plantes, on va dire, du gros groupe, par exemple, des conifères. C'est un peu faux ce que je dis, mais c'est plus facile d'expliquer ça comme ça. Donc ce sont des plantes qui ont des graines, mais qui ne font pas de fleurs. Et donc, ça s'apparente plus à une structure comme une pomme de pin, la structure qui va porter les graines. Et toutes ces plantes, on les trouvait du temps des dinosaures. Au niveau des plantes utiles et médicinales, on présente différentes espèces, par exemple le caféier, le bananier, comme on peut voir ici à côté de moi. On a le papayer et différentes plantes qu'on va trouver dans l'alimentation. On a par exemple la canne à sucre, le palmier à huile, donc ça permet de faire un lien avec l'utilisation d'huile de palme, puisque c'est une espèce qu'on va énormément cultiver dans ce but-là, le palmier à huile, et malheureusement c'est
pour planter ces palmiers qu'on va couper grandement les forêts tropicales, notamment en Indonésie. Et alors au niveau des plantes médicinales, c'est tout un parcours qui va dans les différentes serres, mais il y a beaucoup de plantes médicinales rassemblées dans cette serre-ci. Et c'est un parcours qu'on a développé en collaboration avec le service pharmacognosie ici de l'U-Liège. Et donc on peut voir différentes plantes qu'on utilise régulièrement dans différents médicaments. On a par exemple le camphrier qu'on peut voir ici dans cette serre-ci, le cocaïer, donc la plante à l'origine de la cocaïne. On a un théier aussi par exemple, la citronnelle et différentes plantes de ce style-là. Ici on est devant le troisième thème de cette serre tempérée, ce sont les plantes carnivores. Donc les plantes carnivores, ça intéresse beaucoup le public. Et puis même, ce sont des plantes aux mécanismes adaptatifs assez exceptionnels. Donc une plante carnivore, c'est une plante qui va être capable d'attirer, de capturer et ensuite de digérer et d'assimiler des proies animales. Il en existe environ 700 espèces sur la planète. Et ici, derrière moi, dans la vitrine, on présente une bonne cinquantaine d'espèces. Et on va présenter via ces espèces 4 des 5 mécanismes de piégeage qui existent chez ces espèces-là. Donc je peux vous en montrer une par exemple. Donc on a ici, ça c'est la dionée, qui va fonctionner avec un piège à charnière. Donc si vous voulez, au bout de la feuille, il y a comme ça ressemble à une petite bouche qui est munie de petits poils à l'intérieur, des petits poils sensitifs, et qui vont permettre la fermeture du piège sur l'insecte qui va venir se poser à l'intérieur. On a aussi ici, c'est la sarracenia, c'est un piège à urne, donc c'est une feuille transformée en une sorte d'entonnoir. Et dedans, il y a du liquide digestif, donc les proies sont attirées, vont rentrer à l'intérieur et vont glisser, comme dans un toboggan, et vont tomber dans ce liquide et vont se noyer. La plante ensuite va fabriquer des enzymes digestives et va digérer les proies. Et puis on a aussi par exemple celle-ci, donc ça c'est une Drosera binata. Il y a beaucoup d'espèces de Drosera différentes et alors on va remarquer sur les feuilles toute une série de petits poils qui sécrètent un mucilage collant. Donc ça va permettre non seulement d'attirer les proies mais aussi donc de les capturer. Les proies vont rester collées sur la feuille et ensuite les enzymes vont transiter via ce mucilage et vont aller dégrader l'insecte. Et en dernier lieu, on a des utriculaires. Donc ça c'est le piège à outre. Là, on ne saura pas le voir, mais on a les espèces. C'est un tout petit piège minuscule qui se trouve sur les rhizomes. En général, ce sont des plantes carnivores qui sont aquatiques ou alors qui vivent dans des marécages, dans des boues assez liquides, etc. et qui vont attraper des toutes petites proies qui vivent dans ces milieux humides. Nous sommes ici dans la deuxième serre du parcours didactique, donc c'est la serre à climat méditerranéen. Dans cette serre-ci, on présente le climat méditerranéen et ses grandes caractéristiques. Donc ça va être plutôt des étés chauds et secs et des hivers plus doux et plus humides. Et alors on présente les 5 grandes zones de la planète où on va trouver ce climat-là. Donc il y a le pourtour de la mer Méditerranée, ça tout le monde connaît évidemment, c'est le nom du climat. On a une zone en Afrique du Sud, une zone en Californie, une zone au Chili et également 2 zones dans le sud-ouest de l'Australie. Donc ce sont dans toutes ces zones où on va retrouver le climat méditerranéen avec les caractéristiques que je viens de citer. Et alors dans cette serre-ci, on va présenter les différentes formations végétales typiques de chacune de ces zones. Donc ici derrière moi par exemple, on commence par le fynbos. Donc c'est la formation végétale qu'on va trouver en Afrique du Sud, dans la partie à climat méditerranéen. On va ensuite poursuivre pour découvrir le maquis et la garrigue, qui sont 2 formations végétales qu'on va trouver sur le pourtour de la mer Méditerranée. On va ensuite découvrir une petite zone matorale chilien, donc ça c'est au Chili. Ensuite le chaparral en Californie et en dernier le bush australien, donc dans le sud de l'Australie. Nous nous trouvons ici dans la 3e serre du parcours didactique, donc c'est la serre à climat tropical humide. Dans cette serre-ci, on va présenter la formation végétale qui domine sous ce climat-là. C'est la forêt équatoriale, qui est une forêt très dense et qui est aussi caractérisée par son haut taux de biodiversité, donc que ce soit au niveau des animaux, des champignons, des plantes, des insectes, donc tous les groupes biologiques qu'on peut considérer. C'est quasiment ici le record mondial, c'est dans la forêt équatoriale. Donc dans cette serre-ci, quand on a des élèves en visite guidée par exemple, on va insister sur les caractéristiques de la forêt
avec les adaptations principales des végétaux. Donc ici, quand on rentre dans la serre, ce qui frappe en premier lieu, c'est l'exubérance de la végétation, la taille du feuillage. C'est des feuilles de temps en temps qui sont vraiment démesurées par rapport à la plante, des feuilles immenses. On va avoir des adaptations aussi tout à fait spécifiques, par exemple les plantes épiphytes, des plantes qui vont vivre en hauteur, perchées sur d'autres plantes, en général des branches d'arbres, mais ça peut être aussi des falaises, et donc ce sont des plantes qui vont se développer de cette manière-là pour atteindre plus de lumière, pour pouvoir vivre correctement, puisque cette forêt-ci justement est tellement dense que la canopée intercepte la majorité des rayons lumineux, et les étages qui se situent en dessous sont quand même assez forts dans l'ombre. Et donc les plantes vont mettre en avant toute une série de caractéristiques et d'adaptations qu'elles ont acquises au fur et à mesure du temps et de l'évolution, pour pouvoir vivre dans ces caractéristiques-là. Et donc c'est plutôt sur ces aspects-là qu'on va insister lors des visites guidées, des stages, etc. Nous voici ici dans la dernière serre du parcours didactique, donc c'est la serre à climat désertique. On va présenter dans cette dernière serre des collections de plantes qui sont originaires des principaux déserts de la planète. Donc on va trouver des plantes originaires des déserts nord-américains, des déserts sud-américains. On va aussi avoir des plantes qui proviennent des déserts, principalement ici d'Afrique du Sud. Et on a aussi une belle collection de plantes malgaches, originaires donc de Madagascar. Ce qu'on va présenter par rapport à ces plantes-ci, c'est principalement les adaptations qu'elles vont mettre en place pour vivre dans des milieux arides, voire même parfois très arides. Et ces adaptations, en général, vont étonner très fortement le public et les élèves qu'on accueille. C'est notamment quand on regarde les formes de ces plantes-ci, c'est très étonnant. Elles vont avoir parfois des formes très bizarres, en général liées au fait qu'elles sont succulentes. Donc elles vont accumuler de l'eau, elles vont faire des réserves d'eau pour résister à la sécheresse. Elles vont avoir en général aussi toute une série d'épines qui vont les protéger vis-à-vis des prédateurs herbivores. Elles vont avoir des adaptations tout à fait étonnantes également au niveau du système racinaire. Et puis alors il y a des adaptations un peu plus anecdotiques mais qui étonnent tout autant. Donc par exemple certaines plantes qui vont utiliser le camouflage pour se dissimuler aux yeux de leurs prédateurs dans l'environnement. Voilà, on va avoir les plantes cailloux par exemple. Et d'autres adaptations tout à fait étonnantes mises en avant par ces plantes-là. Devant moi se trouve la vitrine des bryophytes, c'est-à-dire le groupe des mousses et des lichens. Donc c'est un thème qui est unique en Belgique, on est les seuls à présenter ce thème-ci. Et donc on va montrer différentes espèces de mousses et de lichens, donc ils vont se développer notamment sur les branches d'arbres. Ça nous paraissait important de montrer au public ces toutes petites espèces qui sont omniprésentes dans notre quotidien. Il suffit de sortir dans son jardin pour en apercevoir ou d'aller se balader en forêt. Et on ne fait jamais attention à ces espèces-là et pourtant elles ont des rôles écologiques majeurs. Notamment, elles vont permettre à d'autres plantes de s'installer, elles vont coloniser des milieux mis à nu par exemple et permettre ensuite à d'autres plantes de s'installer. Et il y a, même si c'est un groupe assez ancien, il y a encore énormément d'espèces à l'heure actuelle. Il y a par exemple plus de 700 espèces en Wallonie. Dans la serre tropicale, ici derrière moi, on a fait un petit focus sur deux écosystèmes tout à fait particuliers. Bon, on a un peu représenté les deux mélangés. Donc on a voulu présenter d'une part les écosystèmes de mangroves et d'autre part de forêts tropicales inondables, qui sont en réalité deux écosystèmes tropicaux menacés. De par les actions humaines, réchauffement climatique, déforestation, etc. et qui sont des environnements fragiles et très riches en biodiversité également. Et donc c'était l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur ces environnements-là et les espèces qui les constituent. Les deux plantes que nous voyons ici à côté de moi, ce sont des Arum titans. Nous les avons acquis il y a tout juste un an. Et ça nous tenait à cœur de posséder cette espèce-ci dans nos collections, puisque c'est une espèce phare.
voilà, qui représentent un peu les dégâts causés par l'homme aux environnements naturels. Donc ici, ce sont des plantes qui vivent normalement à Sumatra, des environnements qui sont très malmenés et où il y a beaucoup de déforestation également. Et ces espèces-ci sont en voie de disparition. Et elles ont des particularités tout à fait uniques. Donc c'est la plante qui possède la plus grande inflorescence du monde. On peut dire la plus grande fleur du monde. Ça peut faire jusqu'à 3 mètres de haut. Et alors, cette fleur a la particularité de sentir le cadavre. Donc ça, c'est une stratégie de pollinisation. Donc elle va sentir le cadavre pour attirer des diptères et des coléoptères qui vont venir, croyant avoir découvert un cadavre, pour pondre leurs œufs. Et en faisant ça, elles vont polliniser les différentes fleurs de l'inflorescence des aromes titans. Ici, la collection d'orchidées. Donc ça nous paraissait important de faire vraiment un petit thème dédié à cette famille de plantes, puisque c'est une des familles de plantes à fleurs qui est la plus développée. C'est où il y a le nombre d'espèces le plus important, c'est une des familles en tout cas. Et aussi, ce sont des plantes qui intéressent fortement le grand public. Les orchidées sont fort connues. Ceci dit, ici, on va montrer des individus qui proviennent d'espèces botaniques, d'espèces sauvages. Et on ne va pas spécialement montrer des cultivars avec des très grosses fleurs et des plantes comme les gens ont l'habitude de voir. Ici, ça va être vraiment chaque fois une découverte. Et pour terminer notre visite, un petit focus ici sur la collection de plantes du Namaqualand. Donc, le Namaqualand, c'est une zone située en Afrique du Sud, le long de l'Atlantique et qui parcourt vraiment le sud de l'Afrique du Sud jusque la Namibie. C'est un semi-désert qui est une des zones les plus riches du monde en plantes désertiques. Et ça nous tenait à cœur de faire un sujet là-dessus parce que c'est des plantes tout à fait particulières qui restent en général très petites, camouflées entre les pierres et qui ont des adaptations tout à fait étonnantes. On parlait tout à l'heure des plantes cailloux, donc on a quelques exemplaires ici puisque les principales espèces vivent là-bas dans le Namaqualand. Donc ce sont des petites plantes qui vont se camoufler dans les petites pierrailles qui constituent leur environnement naturel et qui ont une forme un peu arrondie comme ça qui ressemble à des pierres.